Voilà, donc dernière table ronde de la journée après ce programme bien nourri, bien dense depuis ce matin. On a pu donc passer la matinée ici, on a pu découvrir ce qui se faisait ailleurs et ici. Et je pense qu'il y a plein de belles choses qui se réalisent. Puis après donc, la visite de l'arboretum. Désormais, donc, on passe à la dernière table ronde. Les plantes se mettent à table. Donc, après avoir vu du végétal il y a quelques instants à l'arboretum, nous allons pouvoir discuter de cette question. Donc, à table aussi bien sur la question de la gastronomie, donc l'alimentation plaisir, mais aussi l'alimentation santé, puisque dans les plantes, on a des plantes aromatiques, mais aussi des plantes médicinales. Pour cette dernière table ronde, donc, je vais inviter à venir me rejoindre Maria Luisa Vázquez de Agredos Pascual, directrice d'Aromas Itinerarium Salutis, présidente de l'Université Polytechnique de Valence. Venez. Et également Kilian Stengel, qui est docteur en sciences, professeur certifié, enseignant-chercheur à l'Université ouverte des sciences gastronomiques de la Villa Rabelais à Tours. Et Nicolas Fabre qui assurera la traduction de Marisa. On peut commencer par la vidéo Species. Es un legado que nos unió y que continúa uniéndonos. Aromas Itinerarium Salutis es una asociación internacional compuesta por 12 países europeos y se origina con la intención de poder elevar al Consejo de Europa la ruta europea de las farmacias históricas y los jardines medicinales. En este último año nos hemos seguido consolidando con un primer proyecto documental al hilo de los European Heritage Days, financiado por el Consejo de Europa con apoyo de la Unión Europea para establecer relatos transfronterizos, que es lo que pretende el documental Spices, precisamente hablar de la importancia que las especias tuvieron desde tiempos muy antiguos en conectar el mundo. Bé, bona tarda. Gràcies per la possibilitat de parlar en català. Gràcies a Nicolás que farà la traducció. Este matí he parlat en anglès, ara lo farem d'aquesta manera. Bon après-midi, donc merci donc de m'accueillir ici pour ce symposium. Ce matin, l'intervention a été faite en anglais et cet après-midi donc sera en catalan et c'est moi qui assurerai la traduction. J'espère pas trop me tromper, mais je sais que Herminia veille au grain et elle me corrigera si je fais des erreurs. C'est pas elle qui l'a dit, c'est moi ça. Elle n'a pas dit, mais je le rajoute, voilà. Gràcies per projectar el documental Spices. És un documental que hem fet en el recolzament del Consell d'Europa i de la Unió Europea mitjançant la convocatòria de los European Heritage Days. Donc merci de projeter donc le film que vous avez vu, qui est en fait donc s'appelle Species et qui est donc un film qui rentre dans le cadre de l'appel à projet de la communauté européenne. Donc la Unió Europea i el Consell d'Europa mitjançant la convocatòria dels European Heritage Days. Voilà, donc l'appel à projet de l'héritage européen, des journées de l'héritage européen. L'objectiu d'aquest documental és valoritzar la importància que tenen les espècies i les plantes medicinals
no només des d'un punt de vista terapèutic, sinó també en altres funcions de la vida quotidiana. L'objectif de ce documentaire, c'est d'expliquer l'importance des plantes médicinales, non pas seulement pour la médecine et soigner les gens, mais aussi dans la vie quotidienne, dans nos vies quotidiennes en fait, de tous les Européens. Aleshores, el que fem és dir, les plantes medicinals tenen una finalitat terapèutica, però també estan en la cuina i s'utilitzen per a menjar, per a adereçar diversos plats. També s'utilitzen des del punt de vista ritual, en les arts. Aleshores, tenen funcions múltiples. Les plantes médicinales s'utilisent effectivement pour soigner, mais aussi s'utilisent dans la cuisine. Et elles ont aussi des fonctions donc sociologiques dans des pratiques donc du quotidien de tous les Européens. Mitjançant les plantes també valoritzen l'important rol que la dona ha tingut al llarg de la història en la conservació i la transmissió d'una memòria col·lectiva que té a veure en la matèria mèdica. Donc à travers les plantes, on met aussi à l'honneur la mémoire qui a été transmise par les femmes, donc depuis la nuit des temps en fait. Et ce sont elles surtout qui ont transmis cette mémoire de l'utilisation des plantes médicinales, ce qu'on appelle la materia medica. Je traduis ça, c'est du latin, je ne sais pas si je suis capable de traduire, mais bon voilà en gros. I també valoritzen la importància que tenen els espais rurals, les comunitats, perquè fiquem el contrapunt de comunitats rurals i món urbà, la ciutat, no? I podem veure com la conservació de les tradicions que tenen a veure en l'ús de la matèria mèdica des d'un punt de vista terapèutic, però també artístic, ritual i, per suposat, culinari, està més present en el món rural que no en la ciutat. Cette démarche met à l'honneur les territoires ruraux dans lesquels on trouve bien entendu plus vivantes ces traditions d'utilisation des plantes médicales pour des vertus thérapeutiques, culinaires, symboliques, sociales, artistiques. Et donc ces territoires ruraux sont à l'honneur de cette démarche. Spices connecta 3 països, Itàlia, Espanya i Romania, i la nostra intenció és continuar contant aquestes històries en nous projectes que connecten altres països de la xarxa Aromes, per què no França, en l'Arboretum, en Canet de Rossillon, per què no? Voilà, donc ce projet, pour l'instant, réunit 3 pays d'Europe, l'Espagne, la Roumanie, l'Italie, mais a vocation à s'ouvrir sur d'autres pays. Et donc on vient de recevoir un petit appel du pied à Canet pour que la France puisse aussi rentrer dans cette démarche peut-être prochainement. A mi m'agradaria contar un poquet Spices des de les nostres experiències personals. Aquesta vespre caminàvem per l'Arboretum i una de les persones que ha estat així tot el dia m'ha preguntat com va començar la teua història amb les plantes? Donc, elle veut nous partager une expérience personnelle qu'elle a vécue cet après-midi lorsque nous étions dans l'arboretum en train de se promener et de regarder les plantes. Et quelqu'un lui a demandé, mais d'où t'es venue en fait cette passion pour les plantes? Et donc, on va le savoir. Després m'ha fet la mateixa pregunta a Nicolás, no fa ni mitja horeta. Exactement, je lui ai posé exactement la même question une demi-heure plus tard. Je ne savais pas, j'étais pas. Jo sempre responc de la mateixa manera. La meva connexió amb les plantes ve de la meva àvia. Quan jo era xicoteta, la meva àvia m'agarrava de la mà i em deia, anem al camp. Nosaltres teníem una casa en un lloc meravellós que es diu Sierra d'Espadán en la Comunitat Valenciana. Donc elle fait tout le temps la même réponse à cette question. En fait, cette passion lui vient de sa grand-mère, qui quand elle était toute petite, la prenait par la main et la menait. Donc elle vivait dans une zone rurale, près de Valencia, donc la Sierra de Espadán. Et donc ils allaient, sa grand-mère et Marisa, cueillir des plantes et elle lui enseignait, lui expliquait les vertus de ces plantes.
Aleshores jo recorde que sent xicoteta anava en la meua àvia per la Sierra d'Espadán, eixien de casa, anaven per la Sierra d'Espadán i arreplegaven flors, plantes, i la meua àvia me deia: Marisa, sent, això és la planta que fora, no? I això serveix per a fer aquestes coses. Després tu ho veuràs en casa. I jo després la veia en la cuina treballant en aquestes plantes, en aquestes flors. A voltes les usava per a curar problemes de la pell, però al mateix temps també per a adereçar els guissos. Aleshores, la meva connexió en les plantes ve de la meva àvia Vicenta. Donc sa grand-mère lui disait assieds-toi quand elle était toute petite, je vais t'expliquer. Donc elle cueillait ensemble les plantes, elle les ramenait à la maison et à la maison elle voyait sa grand-mère les préparer à la fois pour préparer des médicaments qu'elle appliquait sur la peau parfois pour traiter des maladies ou des bobos on va dire, mais aussi pour agrémenter la cuisine. Donc dans les ragoûts, elle a parlé de ragoûts par exemple, et donc voilà, c'est une tradition familiale qui l'a menée à cette passion. En aquest moment jo vaig comprendre, i tindria 6-7 anys, que les plantes eren fonamentals per a entendre la vida d'una família. Les plantes, mitjançant les plantes, podien entrar a comprendre les històries personals, no? La història personal de la meva àvia, de la seva família en temps de guerra, després, estava molt vinculada en les plantes. I també la meva història començava des d'aquest moment a estar vinculada en les plantes. Si jo tinguera que dir, i quina planta, no? Després. Donc elle expliquait qu'elle a compris, elle était toute petite, elle avait 6-7 ans, hein, donc elle a compris à ce moment-là que l'histoire des plantes, c'était aussi surtout l'histoire familiale, l'histoire de la famille. Et donc parfois l'histoire de la famille dans des moments difficiles comme celle de la guerre, et des privations donc, qui ont suivi la guerre civile, le début de la dictature en Espagne. Vos conté tot això perquè clar, el documental Spices té molt a veure en allò que fem en Aromes Itinerarium Salutis. L'espíritu d'aquest itinerari europeu del Consell d'Europa és connectar el món, Europa, però el món, mitjançant històries que tenen a veure en la matèria mèdica. I l'origen de la matèria mèdica són les plantes. També tenim minerals, però fonamentalment les plantes. Unes plantes que parlen de memòria individual però també memòria col·lectiva, que parlen d'identitat, que parlen de cohesió social i per tant parlen també de desenvolupament humà. Donc cette philosophie est appliquée au réseau, cette philosophie personnelle est appliquée au réseau Aromas Itinerarium Salutis, qui est là donc pour, en fait, le but, s'il devait y en avoir qu'un, c'est connecter le monde, en fait. Connecter le monde, connecter au-delà des Européens, puisque le réseau s'étend en Amérique du Sud maintenant, hein, puisque l'Argentine nous a rejoint, peut-être d'autres pays bientôt. Nous, on discute avec le Québec aussi, tu le sais. Donc voilà, enfin, on va essayer d'agrandir ce réseau. Et connecter le monde, donc c'est le but du réseau Aromas à travers les plantes. Alors elle explique bien sûr que parfois certains produits pharmaceutiques viennent du minéral. Tout ne vient pas des plantes ou du végétal, mais essentiellement ça vient du végétal. Oui. I anem a fer un exercici per a comprovar que això és d'aquesta manera. Si jo recorde la meva àvia en la cuina, la recorde fonamentalment en el romero. No, Le romarin. El romero es romarin. Ce qu'elle se souvient beaucoup de sa grand-mère, c'est comment elle utilisait le romarin. La cuina de la iaia, la cuina de la nonna, era con romero. Moltes coses que feien que per curar eren en romero. Le romarin servait dans la cuisine, servait aussi pour se soigner. Le romarin était, on va dire, le centre de cette vie. Et s'il devait y avoir une plante parmi toutes, c'est certainement celle-là qu'elle a choisie. I ara m'agradaria preguntar-vos a vosaltres. M'agradaria que fora una sessió més d'interactuar. Teniu records de quan éreu xicotets, xicotetes, de plantes que usàveu en casa? Una planta, si tinguéreu que triar una planta, un aroma dins de la cuina, dins de la casa. I és una pregunta per a que contesteu.
elle aimerait beaucoup que cette table ronde soit aussi l'occasion de vous demander à chacun d'entre vous, et vous, quel est le souvenir que vous avez enfant d'une plante qui pour vous a été très importante dans la cuisine par exemple, enfin, dans tout cas le goût, qui a formé vos goûts culinaires. Voilà. Et pour ce faire, on va inviter à nous rejoindre Sandra Perrier, qui est là, voilà, Gérard Sorel, et puis Bruno Léger, si vous voulez bien nous rejoindre sur scène. Je ne pense pas que notre chef cuisinier nous ait rejoint, compte tenu qu'il a une autre... non, l'autre chef cuisinier. Alors, c'est vrai que je reviens au titre finalement de notre colloque. Les plantes se mettent à table. On aurait pu dire qu'elles se mettaient à table et qu'elles se mettront encore demain à table. Pour rebondir sur ce que vient de nous dire Maria Luisa, c'est vrai que les plantes sont un élément patrimonial, c'était certain, qui mettent non seulement en valeur les bienfaits de ces plantes, le plaisir qu'elles peuvent nous offrir, mais finalement, qu'est-ce qu'un patrimoine alimentaire? On a revu à l'Arboretum que c'est non seulement quelque chose qu'il faut arriver à conserver, mais on verra aussi avec le monde de la consommation de ces plantes que c'est quelque chose qu'il faut faire évoluer. Donc mettre sous cloche ou au contraire laisser évoluer, déjà il y a une forme de contradiction. Ces plantes ont longuement été reléguées à un élément de garniture dans une assiette, que ça soit un bulbe, une graine, un pétale, une fleur, une tige, un fruit. Tous ces éléments finalement aujourd'hui ont une place de plus en plus prépondérante au sein de l'assiette, au point de laisser entendre que certains chefs proposent que le légume soit le plat principal et que demain, en guise de garniture, on ait le choix entre viande ou féculents, par exemple, ou minéraux d'une manière ou d'une autre aussi, pourquoi pas. Alors, je reviens à la notion patrimoniale qu'a évoquée tout à l'heure Maria Luisa. C'est vrai que le patrimoine et le végétal alimentaire sont déjà largement mis en exergue en France ou en Europe. La diète méditerranéenne inscrite au patrimoine de l'humanité par les services de l'UNESCO ou le repas gastronomique des Français, auquel l'institut dans lequel je me trouve a largement collaboré, sont finalement des espaces qui donnent la possibilité au végétal de se structurer non seulement dans des modèles alimentaires, mais aussi dans des modèles sociaux, dans des modèles culturels, à des fins de plaisir et à des fins de vertu bonnes pour la santé. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on assiste réellement à une transformation ou au contraire à une continuité de ce qui existait déjà avant? Est-ce qu'il y a une forme de révolution du goût sur le végétal? Est-ce qu'il y a une forme d'innovation? J'en sais rien. Ou est-ce que tout simplement l'évolution de la communication ne ferait pas d'ores et déjà un gros coup de projecteur sur des modes alimentaires qui existaient déjà? Pour cela, eh bien, on a nos trois acteurs en face de nous qu'on va interviewer, qu'on va interroger, et on s'aperçoit, comme nous l'a dit Maria Luisa, qu'il y a aussi une notion de routes européennes qui sont là pour promouvoir ces espaces de consommation, ces modes de consommation, et on sait que Sandra Perrier, si vous voulez bien commencer par prendre le micro, et puis je vais vous voler l'autre micro, d'accord ? Sandra, on va commencer par vous. Oui. Vous allez nous expliquer à travers les différents travaux que vous avez menés, que ce soit les livrets, les expos, finalement comment les plantes aujourd'hui accompagnent, mais selon votre opinion, hein, on sait que c'est une opinion très personnelle, accompagnent finalement les migrations qu'il peut y avoir de ces végétaux. Alors, moi, je vais vous parler de ce qu'on a fait. Donc, je fais partie de l'équipe du chemin sur les pas des Huguenots et des Vaudois, et nous avons réalisé une exposition Prendre racine, hommes et plantes en exil, que vous aurez le bonheur de découvrir demain à Thuir, et Catherine vous en parlera plus longuement demain. Donc la thématique de cette exposition a été les plantes potagères, ce qui nous a amené inévitablement aussi à nous interroger sur le défi que cela représente de se nourrir en exil. Donc c'est 4 pays qui sont concernés par cette histoire et qui ont fait une expo sur cette thématique, ceux qui sont partis et ceux qui ont accueilli. Donc l'exil, c'est avant tout survivre. Survivre en exil, c'est d'abord pouvoir se nourrir. Nous sommes donc dans le contexte où ils ont fui le royaume de France de manière illégale lors de la révocation de l'édit de Nantes. Et l'arrivée dans les pays de refuge n'était pas simple du tout, car on ne leur octroyait pas les meilleures terres, tout était à refaire, à construire loin de leur patrie, de leur sol, une rupture avec ses racines et ses habitudes de vie. C'est également une époque où la famine est souvent présente. Les Huguenots et les Vaudois des vallées piémontaises ont contribué de façon très significative à la diffusion des plantes potagères emportées de chez eux en les introduisant dans les pays d'accueil.
la nécessité de se nourrir en terre étrangère, de survivre grâce à un savoir-faire rémunérateur fondé sur la culture de la terre les ont aidés à s'enraciner eux-mêmes. Que l'on pense aux herbes ou aux plantes utilitaires, elles leur permettent de retrouver en terre étrangère le goût de chez soi, de la cuisine maternelle. Il faut savoir que les métiers de jardinier étaient bien représentés parmi ces réfugiés, chez les Huguenots et chez les Vaudois. Les Huguenots et les Vaudois apportaient avec eux leur habitude alimentaire, des habitudes de cuisine avec d'autres produits plus variés que ceux qui étaient courants à l'époque en Europe du Nord. Et ces apports se manifestent encore aujourd'hui dans l'usage de nombreux termes culinaires importés du français. Et cette histoire culinaire se poursuit au travers de l'Europe au gré des courants migratoires que nous connaissons toujours. Mais je me permets de vous couper, Sandra, pour amener une interaction. Attendez, là j'arrive, voilà. Donc l'idée c'était d'amener une expérience culinaire, certains la connaissent peut-être, la sauce verte de Francfort. Ça vous parle? Elle a eu différents noms à période médiévale. Oui. Tout à fait. Donc cette sauce verte à Francfort, dans les anciens États correspondant à la Hesse actuelle, il existe la tradition de la sauce verte, dont les historiens disent qu'il est plausible qu'elle est d'origine huguenote, parce que les recettes qu'on connaît, c'est dans des colonies huguenotes qu'on a retrouvées à Francfort et à Cassel. Et le point commun, c'est qu'il y avait les gens du refuge. Donc la caractéristique, c'est 7 herbes aromatiques, la bourrache, le persil, la pimprenelle, l'oseille et la ciboulette dans les 2 contrées. Et il y avait également le cerfeuil et le cresson pour Francfort et Cassel pour l'aneth et la mélisse de la livèche. Donc voilà. Est-ce que vous trouvez, à travers les différents documents que vous avez décortiqués, est-ce que vous avez l'impression finalement les plantes en elles-mêmes sont des formes d'archives vivantes qui ont aidé à cette transmission, à cette évolution? Par rapport à cette recette, justement, ce qu'on retrouve, c'est quand même une recette sur ces plantes qui était connue depuis 2000 ans, particulièrement sur le pourtour méditerranéen, qui a évolué. Elle semblerait qu'elle a été importée par les Romains d'Orient, et que c'était plutôt une espèce de pesto ou de, de mayonnaise, une vinaigrette, mayonnaise aux herbes. Et bon, elle avait aussi une connotation religieuse, il y avait le Sète, et la transmission des recettes à cette époque était uniquement orale. Et lorsqu'on émigre, c'est vrai qu'on réalise les ingrédients, on prend ce qui est disponible, on arrange sa sauce, on ne peut pas toujours reprendre ce qu'il y a, quoi. Donc voilà. Donc la sauce verte, elle est consommée au printemps. Donc pour le côté médical ou bienfaiteur, comme on veut, elle est purificatrice. C'était la bourrache qui éloigne la mélancolie, le cerfeuil pour stimuler le métabolisme, l'oseille et la ciboulette pour purifier le sang, le persil pour l'apport de fer, le cresson qui amène du piquant et la pimprenelle qui est l'herbe maîtresse astringente, antidiurétique, diurétique, digestive et tonique. Voilà. Donc à l'époque, on ne se posait pas la question comme ça. Manger, c'était pas de prendre soin de sa santé comme aujourd'hui, mais que ça contribue au bien-être, même si cette recette a des fortes vertus dépuratives et de renouveau. Voilà ce qui est. À Francfort, il y a un mémorial pour les 7 herbes, il y a des serres, et aussi tous les ans, ils font une fête de la sauce verte. Tout le monde peut aller faire sa sauce verte et on décide à la fin qui était la meilleure gastronome, celle qui a fait la meilleure sauce verte. Et juste pour finir, donc voilà, l'exil a aussi une certaine richesse, ça enrichit les provinces d'accueil. Quand on reçoit que la migration n'est pas que quelque chose de négatif, mais que ça enrichit aussi notre patrimoine culinaire. Aujourd'hui, si vous demandez aux Français, le couscous, c'est français. Donc voilà. Et juste pour finir, il y a quelques années, j'étais en Hollande, dans les Provinces-Unies, à l'époque de l'exil. Et pour le dessert, j'ai savouré un mets qui était bien, une petite herbe que je ne connaissais pas. Donc j'ai demandé, j'ai fait ce que j'ai pu. Et le monsieur, ça m'a intrigué, il m'a dit, c'est quelque chose de chez vous, c'est du cresson à les noix, et que j'avais jamais mangé en France. Donc je trouve ça intéressant aussi de voir que le brassage existe toujours et que nous aussi, on redécouvre des choses qui faisaient partie de notre patrimoine, mais qu'on oublie un peu.
Voilà. Et un des acteurs prescripteurs des sauces vertes aujourd'hui, c'est la marque Thermomix, c'est-à-dire c'est des gens qui viennent du Nord pour promouvoir les sauces vertes contemporaines. Voilà. Mais merci pour les vertus des différents éléments végétaux que vous avez cités. Ça me permet de rebondir directement vers Gérard, qui a un appareil pour parler d'eux en lui. Gérard, justement, historiquement, est-ce que ces végétaux ont toujours oscillé entre un battement entre la cuisine et le monde pharmaceutique? Est-ce qu'il y a un lien qui a existé à une période particulière pour faire promouvoir ce végétal dans ces deux modes d'utilisation? Je dirais que pendant très longtemps, cuisiniers et pharmaciens ont partagé les mêmes garde-manger, les mêmes herbiers. Le thym, le romarin, toutes ces plantes méditerranéennes, l'origan. Dans la cuisine ancienne, on assaisonnait aussi, mais on réparait, on protégeait aussi. Et la frontière, je dirais, entre ce qui est bon et ce qui est bien pour la santé n'était pas aussi évidente que ça. C'est vrai qu'apothicaires et pharmaciens se sont partagés quasiment la même étagère longtemps. Mais la frontière n'était pas aussi évidente que maintenant. On peut toujours se la poser. Qu'est-ce que ce qui est bien, qu'est-ce que ce qui est bon? Mais je dirais, elle n'est pas aussi simple que ça. Parce que, comment dire, il me semble qu'il y a trois choses qui sont importantes aussi. C'est l'usage de la plante qui va intervenir, la dose, et surtout la promesse qu'on veut en faire. Et à partir de ces trois éléments, on va pouvoir déterminer est-ce qu'on est dans du culinaire ou est-ce qu'on commence à rentrer dans du médicinal. Et est-ce que, du point de vue scientifique, on a l'impression aujourd'hui que les scientifiques s'intéressent réellement à l'utilisation vertueuse des différentes plantes, ou est-ce qu'on est encore avant l'ère de la cuisine moléculaire, d'utiliser les plantes comme ça de manière poétique en cuisine? Je pense qu'il faut qu'on évolue sur il y a le mode de la tradition qui était un peu figée. Tradition figée, ce qui était utilisé avant par les anciens, c'était bien. Après, il y a la tradition moderne, pharmaceutique. Si ce n'est pas un médicament, ce n'est pas efficace. Donc, entre tout ça, je dirais, il y a toute une frontière. Et la science s'intéresse de plus en plus sur des vertus qui étaient traditionnellement reconnues de façon empirique. Donc, ils étaient reconnus de façon empirique, mais les anciens n'avaient pas forcément les mots et les mots de la preuve, et surtout les moyens de prouver scientifiquement que c'était vrai. Donc maintenant, je dirais, on étudie beaucoup je vais citer quelques exemples, peut-être le thym, le romarin, toutes ces plantes méditerranéennes, l'origan, là, donc, sont reconnues pour leur richesse en polyphénols. Les polyphénols, ce sont des complexes chimiques qui permettent à certaines plantes de se défendre contre certaines agressions extérieures. Ces molécules aussi, comme le thym, le romarin, sont riches en molécules odorantes et protectrices. Et là, la science, les anciens utilisaient le thym, le romarin, mais la science a donné un nom. Il y a des études qui sont faites actuellement. On montre que le thym, le romarin, grâce à ses vertus, ces polyphénols sont antioxydantes. Il va y avoir une réduction du stress oxydatif. Les molécules odorantes et protectrices vont permettre des actions antibactériennes, des actions antiseptiques. Donc il y a toute une action qui est faite, et même des actions au niveau du métabolisme en général, sur des maladies chroniques, pour diminuer l'inflammation. Donc ça, c'est qu'un exemple. Si on prend les crucifères c'est très intéressant. Les crucifères, parce que c'est le chou, la roquette, c'est des plantes qui ont perdu un petit peu, je dirais, leur mode à une époque. Elles ont été déclassées même, je dirais, socialement. Et on s'aperçoit que les crucifères reviennent à la mode, parce qu'il y a des travaux qui ont été faits sur une molécule, bon, je ne veux pas faire le savant là, les glucosinolates, et on s'aperçoit que ces glucosinolates là, donc également sécrétés par la plante pour se défendre aussi contre les agressions extérieures, on leur a associé maintenant des propriétés antioxydantes, des propriétés anti-inflammatoires et des propriétés anticancéreuses. Donc, voilà. Et après, je dirais, le dernier exemple que je prendrai, parce qu'il y en a plusieurs, c'est
c'est l'exemple des légumineuses. Les légumineuses ont été complètement déclassées à un moment donné, socialement. Mais maintenant, elles deviennent un véritable pilier nutritionnel. C'est vraiment le pilier de fort grâce à leur richesse en fibres. Et cette richesse en fibres, ça permet d'avoir une alimentation savoureuse, une alimentation équilibrée, mais qui va avoir aussi une action intéressante au niveau de régulation de la glycémie et du cholestérol, par exemple. Oui. Donc, et on retrouve grâce je dirais, à ces travaux scientifiques maintenant, que forcément les anciens n'avaient pas tort des fois. Et toutes ces bibliothèques d'informations qu'on avait, qui étaient transmises de génération en génération, eh bien, la science, finalement, donne raison, souvent, à ceux qui étaient utilisés de façon empirique. Gérard, est-ce qu'on pourrait laisser entendre finalement que les végétaux, les plantes, c'est l'ingrédient alimentaire qui sait donner le lien entre la science, la culture, comme elle a été évoquée tout à l'heure, et puis l'usage culturel? Ça pourrait l'être parce que je dirais comment dire, la science, elle a dû prouver avec des arguments solides. Il y a eu de la chimie analytique, il y a eu la pharmacologie. On a fait des études sur le microbiote intestinal, une nutrition de pointe. Il y a des essais cliniques. Et cette science a été le lien pour prouver que finalement nos anciens n'avaient pas tout à fait raison, pas tout à fait tort, pardon, n'avaient pas tout à fait tort. Donc ça a été le lien entre des usages traditionnels, une transmission ancestrale qui se faisait de génération en génération, de famille en famille, où là il n'y avait pas des essais cliniques, les essais cliniques se faisaient à la maison, donc tout ça se faisait de façon empirique, mais la science a permis de le prouver. Et c'est devenu un véritable patrimoine. Maintenant, je dirais, la cuisine méditerranéenne, là, c'est devenu un pilier. C'est pas une mode. Je veux dire que c'est vraiment quelque chose de structurel. C'est devenu un socle de notre alimentation. Un modèle. Un modèle, oui. Un modèle. Et c'est pas simplement une mode, je pense. C'est pas l'alimentation santé qui va passer. Parce que là, ça a même donné une nouvelle, les cuisiniers le diront mieux que moi, ça a donné une nouvelle hiérarchie dans l'assiette, ce que vous disiez tout à l'heure. La plante n'est plus simplement le décor, je dirais, le petit accompagnement qu'on mettait, ou alors, je dirais, une bonne conscience verte qu'on voulait se donner. C'est devenu quelque chose qui est devenu dans la hiérarchie dans l'assiette. La hiérarchie, la place qu'elle occupe, c'est de la hiérarchie. Elle a pris la place, justement, pour amener ces bienfaits naturels dont elle avait besoin. Alors, beaucoup de facteurs ont joué. Évidemment, il y a les enjeux de santé publique. Tout ça, on pousse tout ça. L'utilisation des fibres, des légumineuses, avoir une alimentation plus diversifiée, contrôler les apports nutritionnels. Tout ça joue justement pour faire de la plante, je dirais, le futur aliment, sans vouloir, je dirais, renoncer à l'animal, à la viande par militantisme, je dirais, simpliste. Mais la plante est en train d'occuper la place qu'elle doit occuper dans l'assiette hiérarchiquement. Et je dirais, ça s'est fait naturellement. On va éviter le sujet du militantisme, c'est pas le débat ici. Merci beaucoup. Mais Bruno, on parlait d'ingrédients, d'usage culturel de cet ingrédient, et le mot ingrédient est très très réducteur malheureusement. Comment on fait pour faire d'une plante, qui est un ingrédient, d'en faire en finalité l'outil d'une recette au point d'être sublimé et donner envie d'offrir du plaisir? Nous, en lycée hôtelier, on travaille beaucoup sur toutes les techniques de base, donc maniement du couteau et tout. Et les légumes, justement, font partie de ces... C'est vrai que ça prend plus de place dans l'assiette. On diminue aussi pour le coût. Pour le coût, on diminue la viande. Et on va faire travailler à nos élèves beaucoup plus les légumes. Et ce qui est intéressant dans les légumes, c'est que c'est très varié. Et puis notre savoir-faire, je pense à un geste simple qu'on continue à faire, c'est tourner les légumes, par exemple, leur donner une forme plus attractive, etc., sur les carottes et tout ça, ou travailler sur les différentes cuissons.
Je pense à la cuisson glacée, notamment sur les carottes ou sur d'autres légumes. Et du coup, on va effectivement dans l'assiette travailler aussi bien le légume que la viande ou le poisson, et donc essayer de le mettre en valeur, quoi. En fait, c'est aussi par coût, c'est-à-dire que, comme je dis moi à mes futurs chefs, n'hésitez pas à mettre aux clients un beau bol de pommes de terre grenaille, ça va. Voilà, la quantité là, c'est pas le coût que ça coûte, alors qu'on va pouvoir diminuer, pourquoi pas, la part de viande. En termes de pourcentage, là, dans un référentiel de formation pour un CAP cuisinier, il y a quel pourcentage d'apprentissage au carnet pour quel pourcentage d'apprentissage aux notions d'utilisation du végétal? Approximativement. Je n'ai pas trop d'idées, mais c'est vrai que dans nos référentiels, en fait, on va travailler quand même beaucoup les légumes, quand même. Tourner un artichaut, je veux dire des gestes techniques, voilà, qui vont mettre en valeur le légume, justement pour faire que le client le mange plus facilement. Et souvent, quand je fais goûter des artichauts à mes élèves et qui me disent non mais c'est pas bon parce que c'est bouilli et que voilà, faut manger feuille par feuille. Quand je leur montre la technique de tourner un artichaut et que je vais sauter à cru avec un peu d'huile d'olive, un peu de fleur de sel, ils goûtent ça et ils me disent mais c'est incroyable en fait, c'est très bon et voilà. Et juste par la technique, on a fait apprécier un légume en fait qui est dévalorisé. Pareil quand on fait tous les veloutés, en fait, je pense que les élèves beaucoup mangent pas des soupes fraîches à la maison chez eux en fait, sauf dans le rural. Peut-être que c'est un peu différent. Les élèves que j'ai qui viennent du rural, mais souvent ils mangent de la soupe en briques. Et dès qu'on leur fait goûter un velouté simple de chou-fleur du Barry comme on dit, ils goûtent ça et ils trouvent ça extraordinaire, quoi, en fait. Donc voilà. Et je rebondis sur les herbes aromatiques parce que j'ai eu pas mal d'expériences et je me rends compte que quand je fais mes premiers cours, je fais toujours un cours sur le goût et tout, et j'ai toujours un gros bouquet d'herbes aromatiques et j'essaie de faire reconnaître les herbes. Et ben c'est pas évident du tout pour nos élèves qui arrivent. Et du coup, je les invite à parcourir la garrigue, à aller chercher du thym, à faire un poulet au thym et au citron, à cueillir du romarin. Alors moi, j'ai une recette que j'ai mis dans un petit carnet je fais une petite brochette. Donc j'enlève toutes les feuilles, je garde la tige et le bout, et je mets du magret de canard là sur ma tige de romarin, et en la faisant cuire, évidemment, ça va donner du goût à la viande. Et le romarin, c'est vraiment une herbe locale aussi. Et une autre recette, quand on parcourt la garrigue, là en ce moment, il y a plein de fenouil sauvage. Voilà. Et fenouil sauvage, pareil, on l'utilise en brochette. On fait une petite lotte en brochette avec le fenouil sauvage. Et je les invite à aller voir, voilà, dans la nature. On parlait de la bourrache. Il y en a plein. On en a plein de la bourrache. Et d'utiliser justement toutes ces herbes aromatiques. Et le travail du légume, oui, pour moi, c'est essentiel. Dans les premiers temps d'apprentissage, on apprend beaucoup à faire toutes les tailles de légumes qui existent, et ça les intéresse beaucoup en fait. On était sur la sélection des produits végétaux. Monsieur le maire est là, il y a des gens du département. Est-ce que quand vous enseignez aux jeunes la sélection de ces différentes plantes, vous leur montrez la vertu du territoire, d'offrir ces plantes, vous leur montrez la vertu pharmaceutique ou en termes de bien-être, au moins, tout du moins, pour le corps, et puis la vertu écologique aussi, d'aller chercher ces différents éléments? Alors, oui, la vertu, on va dire thérapeutique, j'avoue que non, nous c'est vrai que on va plus travailler le goût, et puis le fait, voilà, moi je suis très fanat du kilomètre zéro, donc on va se dire, voilà, qu'est-ce qu'on a autour de nous, quel est notre territoire, qu'est-ce qui va pousser, quel élevage on va avoir, et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça. Voilà, donc ça, moi je suis vraiment voilà, avec Slow Food, vraiment baigné là-dedans, et j'essaye de leur transmettre ça. Voilà. Après, j'avoue que les vertus thérapeutiques, je suis pas trop au point.
en fait. Et c'est quoi les actions de Slow Food, justement, pour valoriser le végétal en cuisine? Eh ben, justement, là, on a tout un projet sur, on en parlait tout à l'heure d'ailleurs, sur le... Les gens n'étaient pas avec nous quand on Oui, prenait c'est un ça. café. En fait, a priori, on a retrouvé des écrits sur la farine de gland. Donc, du coup, on a toute une filière, voilà, sur le gland qui fait que, avec Slow Food, voilà, on a fait un repas où il fallait utiliser le gland ou sa farine ou etc. dans nos recettes. Et c'était vraiment intéressant, quoi. Et là, enfin, dans le département, en tout cas. On a ce qu'il faut, c'est les sangliers qui les mangent. Hein. Je rebondis sur une des dernières questions que j'ai posées à Bruno, et puis je la pose à tout le monde, Maria. Est-ce que vous estimez, vous, que les plantes participent à l'identité d'un territoire? Pense que es fonamental el rol, ¿no?, que tienen les plantes en el territori des del punt de vista de la memòria, per allò que parlaven de la identitat. Al cap i a la fi, la identitat és una identitat individual però també col·lectiva. Tenim plantes que són compartides en Europa i fins i tot més enllà d'Europa, però n'hi ha plantes que són pròpies de la nostra terra, de la Comunitat Valenciana o de Catalunya o d'aquesta part de França, i això dona precisament identitat col·lectiva i pot afavorir processos i dinàmiques de enfortiment comunitari, ¿no?, que són fonamentals des del punt de vista de la resiliència. Alors, totalement d'accord avec votre question, en fait, hein, Kylian. Donc, Marisa explique qu'effectivement, il y a des plantes que l'on partage en toute l'Europe et qui font aussi notre cohésion européenne. Mais il y a des plantes qui sont spécifiques, voire endémiques à des territoires et qui, là, renforcent l'identité d'un territoire. Et voilà, donc pour elle, oui, c'est une réponse très, très favorable à votre question, Kylian. I un exemple, abans parlava del romero, no? I el romero que a mi me dona identitat familiar, però també comunitària, perquè quan arriba el diumenge i fem la paella, en la Comunitat Valenciana la bona paella porta romero. Per tant, això dona identitat al menjar dins del territori on estic. I potser la paella és valenciana, però si se fa la paella en altre lloc no porta el romero. Per tant, això és les plantes que curen però que també mengem, se fiquen en la taula i que dona identitat a la meva família, dona identitat a la meva terra, que Marisa explique que le plat emblématique de l'Espagne, en fait, est né dans son territoire, à Valencia. Donc la paella est originaire de Valencia et qu'une bonne paella valenciane ne se fait pas sans romarin. Donc quand elle parlait tout à l'heure du romarin, qui est une tradition familiale pour elle, c'est aussi une tradition territoriale et donc collective des Valenciens. Et je pense qu'elle ne pourrait pas supporter de voir une paella sans un brin de romarin. En tout cas, s'il n'y a pas de romarin, ce n'est pas une paella de Valencia. Sandra, Gérard, Bruno, sur cette notion d'identité territoriale? Alors, moi, je voudrais juste dire par expérience, je pense que l'expérience des plantes, c'est lié à un territoire, c'est un peu comme le vin, c'est un terroir qui a certaines plantes, c'est pas tous la même géologie, donc il n'y a pas les mêmes choses qui poussent. Donc je pense que le thym, tous ces herbes-là, ce qu'on appelle les herbes de Provence, et je pense à une autre identité, c'est par exemple le réfort qui n'est pas toujours connu et qui est l'identité d'un autre territoire. Voilà, comme expérience que je peux vous dire. Alors, moi j'ai l'habitude, avec mes élèves, donc on fait souvent le bouquet garni, hein, le fameux bouquet garni. Donc où on met du laurier, voilà, du thym enveloppé dans une feuille de poireau qui donne goût à nos ragoûts, etc. Et moi j'y rajoute toujours un brin de romarin dans mon bouquet garni. Parce que je me dis, bon ben en fait c'est un peu, voilà, je vais me promener, je trouve du thym, du romarin, etc. Et du laurier, on a pas mal de laurier aussi, de laurier sauce. Et du coup, voilà, c'est vrai que oui. Alors quand je fais mes cours
justement sur les différentes régions de France, et puis notamment la nôtre, je pars toujours d'un cours de géographie du territoire. Par la géographie du territoire, on se rend compte qu'on peut faire pousser telle ou telle chose, ou qu'on va élever telle ou telle... et ensuite, on fait les recettes avec les ingrédients des maraîchers, etc. Donc c'est toujours la démarche en fait que j'ai pour expliquer telle ou telle gastronomie pour chaque territoire. Et du coup, oui, effectivement, on trouve des plantes aromatiques, mais aussi tout un tas d'ingrédients. Hein. Les plantes, l'avantage des plantes, c'est qu'elles ont déjà plusieurs histoires à raconter. La plante peut raconter une histoire botanique, une histoire culinaire, une histoire médicinale, une histoire sensorielle, une histoire territoriale, une histoire patrimoniale, une histoire de transmission des usages et des savoirs. Mais je dirais, certaines régions auront une signature plus gustative avec des élevages ou autres. Nous, dans notre région Méditerranée, on est vraiment sur une signature aromatique, territoriale, qui est très marquante pour notre région. Je dirais, en termes de pharmacie, je dirais c'est presque une ordonnance aromatique. Après, vous avez des plantes qu'on n'a pas forcément toutes ici. Je dirais, vous avez le fenouil sauvage, vous avez la myrte que nous avons, la sauge, le caprier, je dirais la salicorne, l'immortel. Eh bien, ce sont des plantes qui ont tout pour être des marqueurs territoriaux. Parce qu'il n'y en a pas partout. Elles ont, elles ont une histoire, elles ont un goût, et elles ont souvent un imaginaire médicinal. Et ce qui fait que ces plantes-là seront de véritables marqueurs territoriaux, pas comme je dirais notre thym, notre romarin qu'on va trouver en Espagne, qu'on va trouver, je dirais, dans les Pyrénées-Orientales ou dans les Bouches-du-Rhône. Vous voyez, voilà. J'interviens pour mon nom. Il y a une tradition, pour rebondir sur ce que dit Gérard, les personnes originaires du département vont tout à fait comprendre ce que je veux dire. Que moi je trouve assez extraordinaire chez nous, c'est qu'il y a une plante qui pousse dans les montagnes, qui est une sorte de gentiane sauvage, et qui fait l'objet d'un véritable rituel en fait. C'est-à-dire les gens vont la ramasser de façon rituelique, parce qu'elle pousse qu'au printemps. Enfin, il y a une période très particulière, il ne faut pas la louper d'ailleurs. Ça s'appelle le couscouille, en fait. Donc les gens vont la ramasser, ils vont la ramasser en collectif. J'en ai mangé hier. Voilà. Hein. Et ils vont la chercher. Donc c'est dangereux parce qu'on peut la confondre avec l'aconite, qui est une plante mortelle. Hein, donc il faut être vraiment savant pour la ramasser. Mais c'est un véritable rituel. Et alors cette plante, elle pousse que dans cette partie-là. Alors je ne sais pas si Johan est là toujours, j'espère qu'il est là. Il est parti. Malheureusement, il aurait pu nous dire si ça poussait aussi dans les Pyrénées centrales. Mais en tout cas, dans la partie des Pyrénées méditerranéennes que je vous ai expliqué là tout à l'heure, ce matin, cette plante, elle est cueillie, très honnêtement. Hein. Moi, je trouve, je l'aime pas du tout. Mon père l'adore et il m'a amené la cueillir, un peu comme, on va dire, Maryse avait sa grand-mère, elle cueillait du romarin. Moi, c'était le couscouille, mais j'ai jamais aimé ça. Mais ça se mange d'une façon incroyable, c'est-à-dire que ça se coupe, ça se met dans de l'eau fraîche, et puis ensuite, à peine, ça s'ouvre et c'est à peine assaisonné. Et il y a des gens qui mangent ça comme s'ils avaient trouvé le Graal, en fait. Et ça, donc, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose de culturel chez nous, qui est extraordinaire, et c'est lié à une plante qui est franchement médicinale, quoi, et qui devient un rituel culinaire. Voilà. Oui. On en fait de la liqueur de couscouille aussi, et en fait, c'est comme un tube, en fait, hein, et on coupe comme ça, et ça s'ouvre en corolle, quoi, un peu. Ouais, ouais. C'est un goût un peu, on va dire, anisé, une petite amertume, donc peut-être que oui, effectivement, tout le monde n'aime pas ça. Voilà, on dit ça. También esa conexión entre lo que es lo culinario, lo terapéutico, lo ritual, a voltes la memòria i la vinculació territorial va més enllà del nostre territori, per exemple el Mediterrani. Quan també en la meva família es deia una cosa: Marisa, si vols recordar els teus somnis, fica laurel baix de l'almohada.
I després jo ho feia, no me'n recorde si recordava els somnis o no, però jo el feia, però d'on venia jo? I després va passar el temps i quan ja estudiava història antiga, vaig trobar-me en un llibre molt interessant, Els papirs màgics dels grecs, on se deia que el laurel era la sagrada planta de l'adivinació d'Apolo, el déu de l'adivinació. Per tant, a voltes tenim tradicions dins de les nostres cases, dins del nostre territori, i aquestes tradicions connecten, en aquest cas, en tot el Mediterrani, fins i tot fins els antics grecs i tradicions que tenien els antics grecs. O sigui que és una qüestió magnífica. Donc Marisa explique que dans son enfance aussi on lui disait dans sa famille, si tu veux te souvenir des rêves que tu fais la nuit, il faut que tu mettes du laurier sous ton oreiller. Et donc, elle le faisait parce que c'était une tradition familiale. Quand elle a étudié à l'université, donc en histoire de l'art, elle a découvert que en fait ce laurier était le symbole de la divination d'Apollon en fait. Et donc ça venait des Grecs. Donc elle explique comment en fait une tradition de Valencia, elle a été capable de prouver que ça venait des Grecs qui l'ont importé en fait, c'est ça, qui ont importé cette tradition et que c'est en fait ça s'est répandu sur toute la Méditerranée. On va rebondir sur la notion de tradition et finalement, qui est-ce qui continue de promouvoir ces traditions d'utilisation de ces plantes? Tout à l'heure, Maria-Louisa évoquait que le meilleur prescripteur, finalement, c'est le collectif, vous avez dit. Mais entre les universitaires, le monde pharmaceutique, les institutions, les professionnels, qui aujourd'hui est le meilleur acteur pour promouvoir, et j'allais oublier bien sûr le monde du tourisme, que ce soit les jardins, que ce soit les arboretums, que ce soit les routes des plantes. Finalement, qui est le meilleur prescripteur pour promouvoir l'utilisation de la plante, à votre avis, aujourd'hui? Selon vous, opinion personnelle. Je dirais les meilleurs prescripteurs, en fait, c'est toute une filière. Vous avez les producteurs, vous avez les cueilleurs, vous avez les détenteurs du savoir, vous avez les cuisiniers. Je dirais c'est tout ça qui va contribuer justement à arriver à ce résultat. J'aurais dû dire, je ne veux pas de réponse de Normand, zut. Non. Moi, j'ai tendance à dire dans les familles, en fait. Dans les familles, voilà, la maman qui montre voilà les recettes, et puis la balade en famille. Voilà, on va se promener le dimanche, on récolte telle ou telle plante ou telle voilà, les champignons. Moi, j'ai beaucoup d'élèves qui sont un peu dans le rural, et puis des fois j'ai la bonne surprise qu'on m'amène voilà quelques cèpes quoi dans mon voilà des élèves qui sont le Vallespir, là ils sont là il va y avoir les girolles, donc je rêve d'un élève qui m'amène quelques girolles là la semaine prochaine quoi. Donc moi ce que je voulais dire c'est la famille aussi et les interactions sociales. Parce qu'aujourd'hui, on voit aussi, on assiste à un mélange culturel des recettes et tout ça, puisqu'on a beaucoup de gens qui viennent de tous les pays. Et je trouve ce brassage très intéressant. Et il y a des gens qui font des recettes, il y a des gens qui ont accommodé avec l'Asie, avec des produits de l'Asie. Et je trouve ça assez... Il y a aussi un phénomène de mode, un engouement aussi pour les plantes, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Jo estic d'acord. Jo crec que la perspectiva familiar té tota una gran força. A més, les plantes donen la possibilitat de treballar des d'una perspectiva de participació comunitària, que és molt, molt important per a generar desenvolupament local, per a treballar en el món rural, en frenar la despoblació. És a dir, les plantes sempre han sigut motiu de cohesió social. Aleshores, si retornem a la naturalesa, retornem a les plantes des d'aquesta perspectiva familiar que després connecta en lo social, tenim un espai de desenvolupament molt gran per a contribuir més que per a frenar aquesta despoblació, per a omplir els espais rurals i per a aportar al turisme un espai on el turisme és una altra cosa, és més que turisme, és experiència, és
viure en connexió amb la naturalesa, és viure a través de les nostres històries, de la nostra memòria. Donc Maryse explique qu'effectivement, la famille est, on va dire, le socle de cette transmission, effectivement, mais ce qu'elle voit aussi comme on va dire un objectif très intéressant, c'est le collectif qu'il peut y avoir en zone rurale. Ces zones rurales qui se dépeuplent, où les traditions sont plus fortes, et où forcément la transmission est peut-être plus accrue, hein, plus évidente que dans le monde urbain. Et ça peut être un facteur de développement économique pour ces zones qui, par exemple, pourraient se remettre à cultiver des plantes médicinales, des plantes, des plantes aromatiques. Ça pourrait être un facteur de développement économique dans ces zones-là. Et donc, et peut-être aussi ouvrir la voie à un tourisme qui n'est pas vraiment un tourisme, mais plutôt un tourisme sensoriel, hein, c'est ce que tu as dit, hein, c'est-à-dire vraiment pour avoir des expériences, un tourisme expérientiel, on va dire. Voilà. Pour conclure, et je vais essayer de rebondir sur tout ce que vous avez dit, mais surtout sur une phrase de Sandra qui nous a évoqué la notion de multiculturalité, et c'est assez vrai finalement que si on devait imaginer l'avenir en regardant le présent, on s'aperçoit que les plantes apparaissent aujourd'hui un peu comme des convergences entre patrimoine, entre santé, entre créativité culinaire, entre valorisation des territoires. Elles sont pas non seulement un ingrédient, elles sont finalement une forme de langage commun entre ces différents modèles, concepts. Et peut-être que demain, la gastronomie va utiliser le végétal, non pas pour en faire des plats, mais simplement pour essayer d'en faire un écosystème afin de bien vivre ensemble et puis de nourrir notre corps et notre esprit. Merci à vous toutes et tous. Merci pour ces interventions. Alors, vous avez certainement des remarques ou des questions. Je vous laisse la parole. Oui, très bonne remarque. Quels sont vos souvenirs d'enfance autour des plantes? Je suis sûr que vous en avez. Moi, je peux donner déjà le mien. C'est ma grand-mère, elle était sicilienne. Et donc, j'ai un souvenir de ravioli à la ricotte, mais avec une feuille de basilic dessus. Donc, j'ai vraiment un souvenir de basilic jeune. Allez, je me lance. Moi, une plante dont personne n'a parlé, qui est un peu la mal aimée, moi, mon souvenir d'enfance, c'est des recettes à base d'ortie. J'adore ça. Attention. On sort de la Méditerranée, peut-être? Oui, alors moi, je suis originaire du Nord et c'est vrai qu'on utilise beaucoup les herbes fraîches. Et en l'occurrence, on les mélange beaucoup dans tous les assaisonnements. Et moi, j'ai des souvenirs de cerfeuil, persil, ciboulette et estragon mélangés dans les salades. Et c'était vraiment très goûteux. Et on le faisait aussi en soupe. Ma grand-mère en mettait dans la soupe. Et c'est vrai que c'était particulier. Voilà. Notre souvenir d'enfance? Oui. On va voyager un petit peu, parce que moi je suis breton. Et un de mes souvenirs, c'est vraiment la feuille de laurier. Parce que je ne peux pas imaginer des bigorneaux, un lieu jaune cuit sans une feuille ou deux de laurier. Et avec des odeurs de cuisine vraiment caractéristiques. Oui. Alors justement, moi je suis assez étonné, on a parlé de plantes terrestres, on est au bord de la mer, on n'a pas parlé de plantes marines. Oui, la salicorne. Bon, mais on n'a pas parlé, oui, notamment dans la cuisine ou dans l'utilisation de en pharmacopée, hein, de toutes les vertus des algues. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose? Oui, mais un petit quart d'heure de questions. C'est un peu plus récent, je pense, hein, l'utilisation des algues, en tout cas en gastronomie. Sur les algues, on est plus dans des produits compléments alimentaires. L'exemple type, c'est la spiruline que tout le monde connaît, qui va avoir des vertus protéines, qui vont énergisantes, et qui vont faciliter la récupération.
Et après, c'est vrai que vous avez certains qui utilisent le fucus aussi dans l'alimentation. Moi, le chef cuisinier pourra en dire plus, mais c'est vrai que, comme dit Bruno, c'est beaucoup plus récent. Il n'y a pas assez d'historique, de travaux dessus, je pense. Après, mes élèves connaissent tous l'algue nori, en fait, parce qu'ils mangent des sushis. C'est vrai qu'on parlait de métissage, d'influence d'autres pays, et je crois que le Japon actuellement, actuellement depuis une vingtaine d'années, a une grosse influence sur la cuisine. Et donc, qui dit Japon dit algues. Oui, moi je suis assez étonné, mes élèves, quand ils arrivent, ils ont une culture culinaire, en fait, très, très variée. Mais ils connaissent pas leur propre cuisine en fait. Bon, à part ceux qui ont les grands-mères catalanes dans les villages, mais c'est vrai qu'ils connaissent. En fait, ils ont une culture de la cuisine mexicaine, de la cuisine japonaise, etc. Parce qu'ils s'intéressent et qu'ils goûtent. Et puis, je pense qu'entre jeunes, c'est un peu l'alimentation. Mais après, Après, moi, je leur fais découvrir beaucoup de choses sur la cuisine catalane et la cuisine française. Et du coup, ils sont très étonnés souvent de la diversité. En plus, on n'a pas mis de définition au mot plante. Entre la définition botanique et la définition académique des dictionnaires, eh bien, c'est pour ça que j'ai utilisé souvent le mot végétal, parce que du coup, on n'a pas parlé de champignons, par exemple, non plus. Il y a plein de choses dont on n'a pas parlé. Un petit mot, moi je ne suis pas cuisinier du tout, mais j'aime bien goûter les plats. Et c'est vrai qu'en Catalogne, bon, tu aurais pu en parler, Herminia, la picade, hein, c'est très particulier. C'est très particulier, hein, puisqu'en fait c'est pour lier les sauces, en fait, et c'est un mélange de beaucoup de produits qui sont en fait médicinaux, enfin en tout cas aromatiques et médicinaux, puisqu'on mélange des amandes concassées, des noix, de l'ail, du safran parfois, enfin toute une série. Et c'est vraiment un rituel, ça aussi, et une particularité de ce qui peut différencier la cuisine catalane, on va dire, même dans Catalogne ici, de Catalogne française, de ce qui se cuisine, ne serait-ce que dans l'Aude. Et c'est vraiment très différent parce qu'on rajoute dans les sauces ce mélange que l'on broie dans un mortier, qui est très particulier. Et voilà, moi, je voulais dire juste ça. Alors sur la picade, juste pour rebondir, ça vient de la cuisine catalane du Moyen-Âge en fait, puisqu'on n'avait pas inventé le roux ni ce qu'on appelle le beurre manié pour lier les sauces. Et du coup, dès qu'on avait un bouillon, on faisait une pâte un peu au mortier avec tous ces ingrédients. On mettait un petit carré de chocolat aussi, un peu de bagnols et justement des amandes, des choses comme ça, un peu de pain grillé aussi. Et on faisait une pâte et en fait on l'utilisait directement dans le bouillon et ça servait à lier la sauce. Et ça vient de la cuisine médiévale en fait. Pas au Moyen-Âge, mais après il y a eu du chocolat dedans parce que nous ici on avait beaucoup de manufactures de chocolat, notamment c'est moi depuis 1874, ce qui s'appelait Cantalou avant. Voilà. Allez, on prend une dernière réaction. Je n'ai pas entendu. La frigoulette. C'est le thym. Donc l'usage de la frigoulette lorsqu'on est un peu souffrant. Avant de vous annoncer le programme de demain, alors je tenais à remercier Viviane, elle s'est éclipsée, je la vois pas. Viviane qui donc ne s'est pas ménagée pendant ces derniers mois. Je sais qu'on a beaucoup travaillé en visio, beaucoup travaillé au téléphone pour l'élaboration de ce programme. Je voudrais aussi remercier tout en haut nos deux techniciens, Benjamin et Dimitri, qui ont assuré un travail de montage et d'enchaînement de diapos, de vidéos. Voilà. Remercier donc nos intervenants, on a pu le voir depuis ce matin avec vraiment des interventions hyper qualitatives, mais aussi abordables pour le tout public. Et donc le programme de demain. Alors je mets mes lunettes. Le programme de demain, donc on quitte Canet pour se rendre à Thuir, donc plus précisément au cave Bir. Donc c'est un programme qui sera beaucoup centré sur le vermouth. Donc le vermouth entre production, marché et ritualité sociale, ça sera la première intervention. Ensuite une deuxième intervention sur la pharmacopée au vermouth. Une table ronde dédiée aux vins aromatisés et les vermouths, une sorte de renouveau d'un rituel social. On en a parlé aujourd'hui, mais pas forcément autour du vermouth.
Et puis on aura, donc ça on l'a évoqué également, l'inauguration de l'exposition L'exil des Huguenots, donc prendre racine, hommes et plantes en exil. Et puis on terminera la journée par une visite des caves Beer, pour ceux qui ne les connaissent pas. Voilà, je vous remercie. Bonne soirée et je vous donne rendez-vous à demain.